Alors, bonjour à tous et merci de votre accueil en ce jour. Alors moi, le but, c'est de parler avec vous de qualité de vie et d'autodétermination. Et c'est des concepts qui sont quand même en lien avec ces enjeux éthiques. Alors, dans un premier temps, je voudrais parler avec vous de qualité de vie, mais je voudrais qu'on en parle ensemble. Et qui a déjà entendu ce mot parmi vous? Je vous invite à lever la main. Tout le monde? Ok. Mais alors, souvent, c'est un mot qu'on entend, mais de là à le définir, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc, je vous propose qu'on revienne ensemble sur différentes définitions pour essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Alors, la première définition, je vous invite à réfléchir. Souviens-toi, l'hiver dernier, nous sommes le 31 décembre. Il est 23h59. Ok ? Vous visualisez ce moment, vous avez peut-être une petite coupe de champagne à la main ou toute autre alternative culturelle orientée. Alors d'habitude je parle de mon accent, mais là pour le coup on a un peu le même, donc je suis un peu embêtée. Mais donc vous imaginez ce moment et je vous invite à avoir dans votre esprit quels sont les vœux que vous vous souhaitez pour 2023. Ok ? Oui, je l'ai entendu, je comprends. Vous les avez en tête ? Vous pouvez m'en dire quelques-uns ? Bonheur, santé, argent, super. Et bien là, on va parler de qualité de vie. Pourquoi ? Parce qu'on a Anne Fagot-Largeau, qui est une médecin et philosophe française, qui nous dit que la qualité de vie, c'est tout ce qu'on se souhaite au nouvel an. Qui s'est souhaité de survivre ici ? Personne. Et donc, on cherche justement à s'épanouir au bonheur avec plein de leviers que vous m'avez donnés, de l'argent, de l'amour, de l'amitié, etc., etc. Maintenant, je vous invite à regarder votre voisin de gauche, votre voisin de droite, à lui souhaiter une bonne année. Super. Et à votre avis, est-ce que vos voisins ont les mêmes vœux que vous pour l'année 2023? Exactement les mêmes vœux? Pas forcément. Ok, on est d'accord. Donc la qualité de vie, c'est tout ce qu'on se souhaite au nouvel an. Je me permets de traduire, ce sont des objectifs qu'on se fixe et qu'on aimerait atteindre. Ok ? Donc on est dans cette notion d'objectif. Et on voit que la qualité de vie, ça renvoie à des objectifs qui sont assez personnels. Vous n'avez pas forcément les mêmes vœux que votre voisin. Et si je vous avais plutôt mis cette slide-là, qui à nouveau n'est pas du tout culturellement orientée, et qu'on avait fait la liste des différents vœux, et que je vous avais demandé de les prioriser du plus important pour vous au moins important, est-ce que vous auriez eu le même classement que votre voisin ? Waouh, donc c'est quand même super individuel. Et si même on avait pris un même vœu, moi je viens de déménager à Caen par exemple, j'ai envie de me créer mon nouveau réseau social, peut-être que parmi d'autres vous avez ce vœu aussi, mais on l'aurait peut-être pas atteint de la même manière, en tout cas pas satisfait de la même manière. Peut-être que moi j'ai envie de faire une sortie par semaine parce que j'aime beaucoup Netflix, et qu'une sortie c'est bien. Ah voilà, on est les mêmes. On va se voir une fois par semaine toutes les deux et ça se passera bien. Mais peut-être que pour d'autres personnes c'est faire plus de sorties. Donc on a des objectifs qui sont différents d'une personne à une autre et on n'est pas satisfait avec les mêmes choses. C'est compliqué. Et on peut faire aussi un petit exercice. Je vous demande de retourner en arrière, mais encore plus que le 31 décembre 2022, on est le 31 décembre 2020. Qui à ce moment-là s'est souhaité de survivre ? Quand même pas mal de gens, hein. Mais vous voyez donc qu'en fonction du contexte dans lequel on vit, ça vient aussi influencer nos objectifs. Ça vient influencer aussi bien l'identification de nos objectifs que la manière de les atteindre. Et donc la qualité de vie, c'est vraiment pas simple du tout. Ça dépend de ce que je pense et ça dépend aussi de où je vis et comment je vis. Et pourtant, ce mot qualité de vie, vous voyez, il est compliqué et on le voit partout. On le voit dans les politiques publiques, là dans Séraphin PH, je crois en France, vous
vous êtes bien là-dedans. Il y a cette notion de qualité de vie qui est reprise. On le voit dans les projets d'établissement. D'ailleurs, vous avez tous levé la main en disant que vous avez tous entendu parler de qualité de vie. On le voit porté par des associations de défense des droits. Donc ça nous parle tous et toutes. Et on se rassemble sur du compliqué. Je vous propose une autre petite définition, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit, avec des mots aussi pas toujours très simples, que la qualité de vie, c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte dans lequel il vit, en relation avec ses normes, ses objectifs, ses attentes et ses inquiétudes. C'est un peu l'exercice qu'on a fait plus tôt, c'est-à-dire que la qualité de vie, c'est le regard que je porte sur ma situation actuelle par rapport à la situation que j'aimerais vivre. Plus l'écart est grand, plus ma qualité de vie, je suis pas totalement satisfait. Plus l'écart est petit, plus je suis satisfait dans mon quotidien. Et ça nous concerne tous et toutes. Qu'on ait un handicap, qu'on soit membre de la famille, qu'on soit professionnel, ça nous concerne tous et toutes. Et puis l'Organisation mondiale de la santé a fait un travail un peu pour essayer de classer, catégoriser nos différents vœux du Nouvel An et en faire des dimensions que vous voyez ici. Et vous voyez qu'il y a la notion de santé. On avait dit cette notion de santé. Et on voit aussi que la santé, c'est pas que la santé physique. C'est un état de complet bien-être, à la fois physique, à la fois psychologique, à la fois social. On voit l'importance aussi de l'environnement, la spiritualité. Et là, c'est un modèle qui nous concerne à nouveau tous et toutes. On est sur la population générale. Et maintenant, je suis au regret de vous dire que je vais vous présenter un modèle lié au handicap. Et là, vous dites, elle est un petit peu folle. Elle travaille dans le handicap et elle est désolée de nous présenter un truc lié au handicap. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis désolée et peut-être pourquoi je m'indigne. Pourquoi je m'indigne? Parce qu'une fois, je suis en conseil d'administration pour réaliser une journée sur la CDPH. Vous voyez, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Parce que nous, en Belgique, on a aussi des acronymes, mais souvent on dit ce que c'est derrière. C'est une particularité aussi culturelle. Et donc, on est tous ensemble autour de ça, et puis on dit, on va expliquer pourquoi c'est bien la CDPH. Et il y a Marc, qui a une déficience intellectuelle, qui nous dit, la CDPH, c'est nul, je déteste. On se dit, oh, et nous, comme on est des experts et qu'on sait les choses, on se dit, le pauvre, il n'a pas compris, on va lui expliquer. Et on commence à lui expliquer, il fait non, c'est nul parce que moi j'aime les droits de l'homme et je comprends pas pourquoi on a un texte rien que pour nous, c'est qu'on est à part. Donc je suis désolée de vous dire qu'il y a des modèles qui sont spécifiques au handicap parce qu'il y a des endroits où il y a des écarts qui sont tellement grands entre ma situation actuelle et celle que je voudrais vivre qu'on est obligé de mettre des mots dessus. Et donc vous faites le jeu un peu des 7 erreurs, vous avez mes dimensions là, je vous montre le modèle et vous voyez les mots qui apparaissent et qui n'apparaissaient pas là. Voilà. Vous les avez les mots? Bien-être, c'était dedans. Inclusion sociale. Droit. Autodétermination. On est sur tous ces mots qui nous concernent tous et toutes, mais que dans le champ du handicap, on a besoin de mettre d'autant plus en avant. Et donc vous avez ce modèle en 8 dimensions qui a été développé par Shalok et toute son équipe. C'est un modèle qui est reconnu mondialement et qui a été testé, validé auprès d'une population en situation de handicap. C'est un modèle à nouveau qui nous concerne tous et toutes, avec des dimensions qui peuvent changer en termes de priorité, un peu comme notre exercice du Nouvel An qu'on avait pu faire. Mais surtout, j'insiste sur le fait que ces domaines, ils vont être d'autant plus influencés par ce que je vis, ce que je pense et mes conditions de vie. Je vous propose un autre petit jeu, un autre petit exercice. Vous voyez là sur ma slide, j'ai mis des variables. Donc ce que je vous propose, c'est de voter à nouveau, selon vous, quelle variable a une influence significative sur la qualité de vie. Je vous donne un exemple pour le premier. Par exemple, être un homme ou être une femme. Est-ce que certains d'entre vous pensent que les femmes ont une meilleure qualité de vie que les hommes? Non. Si.
bonjour à Cathy. Est-ce que certains d'entre vous pensent que les hommes ont une meilleure qualité de vie que les femmes? Eh bien, de manière globale et générale, la réponse est non. C'est une variable qui n'entre pas dans l'équation. À votre avis, est-ce que oui, et ça dépend où, mais ça vous le gardez bien à l'esprit. Vivre en ville ou vivre à la campagne, qui pense que ça a une influence significative sur la qualité de vie? Ok? La réponse est non. Mais vous le gardez, vous avez sûrement une explication en tête, on va la garder en tête. Et enfin, on va l'expliquer après. Qui pense que le fait d'avoir un handicap a une influence sur la qualité de vie? En positif? En négatif? En négatif, vous avez raison. Être en situation de handicap, ça a une influence négative sur la qualité de vie de manière générale. C'est pas pour tout le monde. Et on va voir que l'écart entre ce que je vis et la situation que j'aimerais vivre, il est d'autant plus grand qu'on a des difficultés de communication, qu'on a des difficultés de mobilité, qu'on est aussi confronté à des douleurs. Mais vous voyez surtout que j'ai mis une bulle en très très grand et que j'avais mis une balance au milieu de ma diapositive parce qu'il y a des variables qui ont plus de poids que d'autres. Et celle qui pèse très 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 lourd dans l'équation, c'est la qualité de l'accompagnement. Et ça l'emporte même sur le poids lié au handicap. Et c'est pour ça que vous m'avez dit être un homme, une femme, mais si, il y a quand même une différence, ou être en ville ou à la campagne. Et bien en fait, c'est pas être en ville ou à la campagne, c'est l'accès aux services de soins, c'est l'accès au transport. Et c'est toute cette qualité de l'accompagnement et du soutien qui vient colorer ma qualité de vie. Et donc, on voit que toutes les démarches qui sont mises en place en termes d'accompagnement, elles ont un poids essentiel sur la qualité de vie. Et une des dimensions les plus importantes du modèle que je vous ai présenté de Shalhoub et Verdugo, c'est l'autodétermination. Et donc, la qualité de l'accompagnement vers l'autodétermination, ça a une grande importance sur tous ces enjeux de qualité de vie qu'on essaye tous et toutes de poursuivre. Alors là, je fais une petite pub pour un projet qu'on a pu partager. C'est le projet ICED. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Et je reprends juste dans la dernière partie de la fiche Falk qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les personnes plus heureuses. Et je trouvais que ça me faisait une belle... c'est très grand là. Ça me faisait une belle transition pour la suite de mon PowerPoint. On nous dit que pour aider les personnes à être plus heureuses, il faut voir autre chose que l'aspect uniquement médical du handicap. Il faut agir sur les compétences des personnes avec un handicap. Il faut adapter les lieux où elles vivent, où elles travaillent. Il faut mettre en valeur ce qu'elles savent faire. Il faut aussi se dire que la personne qui a un handicap n'est pas que handicapée. Elle est avant tout une personne et elle a un rôle. Et je me permets même de dire des rôles. C'est leur projet de vie, on en a parlé tout à l'heure de cette notion de projet de vie qui est véritablement au centre et pour aider les personnes handicapées à être heureuses, il faut les faire participer, demander leur avis et il faut mettre en valeur les groupes de personnes avec un handicap qui veulent faire des choses. Quand on dit participer, moi j'imagine toujours un tabouret à 3 pieds. Vous visualisez un tabouret à 3 pieds? Est-ce que vous visualisez un tabouret à 2 pieds? Ok, donc il y a bien 3 pieds au tabouret. Le premier, c'est être présent physiquement. Le deuxième, c'est pouvoir retirer quelque chose. Le troisième, c'est pouvoir offrir quelque chose. Tant qu'on n'a pas les 3, on n'est pas véritablement dans une participation. Et essayez de vous asseoir sur un tabouret à 1 pied. Je ne le ferai pas, mais je vous montre un peu. Vous avez l'image en tête. Donc ça me permet de faire ma transition et pour faire l'écho avec ce qu'on appelle souvent le fameux changement de paradigme qui nous invite à repenser notre accompagnement. Et dans cette dynamique d'éthique, on est aussi amené à questionner notre accompagnement. Et par rapport à ça, souvent, moi j'ai entendu « replaçons la personne au cœur de l'accompagnement ». Vous aimez bien ce genre de phrase? Déjà, replacer. Elle était où avant? Au fond d'un placard? Non, donc on va la placer au cœur de l'accompagnement.
Et au cœur de l'accompagnement, ça fait un peu, voilà, tu te mets là, on va te regarder, on va noter ce que tu fais bien, mais surtout ce que tu sais pas faire, parce que ça, on aime bien. Donc, ce que tu sais pas faire, est-ce qu'en plus tu ne sauras pas faire, parce que souvent, on le sait. Et puis, voilà. Et tu restes sur ton tabouret à un pied, donc tu es présent physiquement, mais tu ne... Donc moi, ce que j'invite à penser, c'est justement replacer le projet au cœur de l'accompagnement, replacer cette qualité de vie au cœur de l'accompagnement et que tout le monde soit à la table des négociations, finalement, puisque tout le monde a son mot à dire. Et je pense que dans cette notion de comité d'éthique, il y a cette volonté aussi que tout le monde soit autour de la table pour partager les choses et réfléchir ensemble et co-construire ce qu'on a envie de vivre ensemble et ce qui nous donne envie de vivre l'année 2023, 2024, 2025, etc. Alors par contre, un peu comme en éthique, moi je ne viens pas avec une bonne réponse, je ne viens pas avec une solution miracle, je ne suis pas Panoramix, mais je viens avec des bribes d'informations dont on peut saisir, les mettre un peu à notre sauce pour notre quotidien. Alors, je vais vous parler d'autodétermination, évidemment, et souvent quand je demande ça veut dire quoi pour vous, autodétermination, le premier mot c'est choisir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire choisir déjà? Est-ce que c'est facile de choisir? Non. Ça dépend. Ça dépend, mais en tout cas, c'est tout un vrai processus. Et donc, vous avez vu que j'ai tendance à aller voir des grandes sources de renom, Shalom, Verdugo, l'OMS. Là, j'ai été voir Larousse pour savoir ce que ça veut dire choisir et la notion de choix. Déjà, le choix, c'est un ensemble d'éléments parmi lesquels on peut choisir. Ce qui veut dire au moins 2 propositions qui ont de l'intérêt pour moi. Donc c'est pas, excusez-moi, vous préférez la peste ou le choléra? Les 2? Ok, super. Là, en termes de... Gardez en tête que la finalité, c'est la qualité de vie, c'est d'être satisfait dans son quotidien. Donc il faut quand même des choix qui... Est-ce que tu veux... Moi, je pense que tu devrais mettre demain ton pull bleu parce que c'est vraiment ce qui te va le mieux. Qu'est-ce que tu veux mettre demain? Le rouge. Oh, défiance. Mais vous voyez aussi que la notion de choisir, ça demande un choix avec une véritable alternative. Et là, on se rappelle le rôle du contexte, de l'environnement, qui a un rôle essentiel. Et puis j'ai continué avec Madame Larousse qui m'a dit que choisir, c'est l'action de choisir quelque chose, quelqu'un. L'action. Est-ce que ça veut dire j'énonce oralement et verbalement mon choix? Non, c'est une action, ça peut, je peux le dire. Mais dans le polyhandicap, on sait qu'un haussement de sourcil, ça peut dire énormément de choses en termes de confort, d'inconfort, de bien-être, etc. Donc une action est de choisir par préférence aux autres. Donc par préférence aux autres, ça veut dire que je sais ce que moi je préfère. Je sais ce que j'aime. Je sais ce que j'aime pas. Je me connais. Waouh. C'est pas si simple que ça. Et puis après, histoire d'en remettre une couche, c'est un ensemble de choses, des éléments qui ont été choisis pour leur qualité. Donc, alors, je dois faire un choix. J'ai 2 alternatives. Je me projette dans chaque alternative. Je pèse le pour, je pèse le contre, à court terme, à long terme. Je m'engage dans une voie, je planifie les différentes étapes pour atteindre mon objectif et je dois visualiser si je suis toujours dans le bon chemin parce que si pas, je reviens. Et c'est super compliqué de choisir. Et donc, tout ça, c'est des choses qui se formalisent, qui s'apprennent, qui s'expérimentent avec le temps. Je présume qu'à l'âge de 3 ans, on ne vous a pas demandé de contracter un bail pour une maison. Encore maintenant, à 35 ans, j'ai toujours pas contracté de bail pour une maison. Donc c'est pour vous dire qu'en tout cas, c'est des choses qui se travaillent et qui s'alimentent avec l'expérience et qui font ce lien avec cet environnement. Et puis qui nous posent aussi plein de questions éthiques. Et quand vous avez énoncé les 6 points, je me suis dit, je coche par rapport à mes défis, justement. Comment est-ce qu'on choisit dans un cadre contraint qui est associé à des règles? Quelles sont les règles qu'on peut discuter? Quelles sont les règles qui sont indiscutables? Et pourquoi certaines sont discutables et pas d'autres? Comment on fait quand les priorités sont différentes?
Comment on fait quand je veux quelque chose? Encore, j'ai eu le cas hier, une jeune fille qui me dit moi je voudrais partir en voyage adapté avec mon copain, mais pour ça je dois gérer mon argent et mes parents veulent pas. Comment on fait quand les priorités sont différentes avec un enjeu de protection? Et comment on conjugue tout ça? Comment aussi est-ce qu'on évalue les capacités à décider sans influence extérieure? Comment on peut être sûr que ça vient de la personne et pas de l'éducateur référent ou pas de papa et maman? Comment on fait pour accepter le risque? C'est quoi un risque acceptable? C'est quoi la différence entre le risque et le danger? Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où est-ce que moi je suis protégée? Je suis responsable de quoi? Pour qui? Comment est-ce qu'on accompagne les émotions? Parce que l'autodétermination, ça peut être stressant. Si vous avez été dans un parcours institutionnel où on a beaucoup décidé pour vous avec les meilleures intentions du monde et d'un coup on vous dit allez, vas-y, lance-toi, décide, waouh, c'est hyper anxiogène. Et puis se décider, parfois c'est se tromper, se dire oh purée, si j'avais su, je serais pas venue. Et donc c'est aussi toutes ces émotions qui peuvent être négatives à accompagner et parfois même à provoquer et à susciter. Est-ce que c'est notre rôle de mettre les gens en difficulté pour qu'ils apprennent? Et puis aussi, vous avez mentionné l'individualisation qui peut être source d'injustice parce que moi j'ai peut-être des objectifs et j'ai de la chance, j'ai mon papa qui est d'accord avec ce que je fais, donc moi je peux avancer. Mais moi j'ai mon ami là, lui il a les mêmes envies que moi, mais il n'a pas ses parents derrière qui freinent, donc on n'est pas au même niveau. Comment on fait dans cette vie à collectivité de ne pas jouer la même partie de jeu? C'est plein d'échanges, plein d'enjeux éthiques qui viennent colorer constamment notre accompagnement et qui nous invitent à nous questionner sur quelle est, comme vous l'avez dit, la bonne réponse ou la moins pire. Alors par rapport à tout ça, on a des éléments un peu théoriques qui peuvent venir nous aider, ou en tout cas enrichir notre questionnement. Je le vois plus là-dedans, vous l'avez sûrement déjà vu, ce modèle de Michael Waymeyer, qui nous dit déjà en haut que l'autodétermination, c'est le lien entre les capacités des personnes qui se développent, qui peuvent aussi apprendre, et les occasions offertes par l'environnement, on en a déjà parlé. Mais entre les deux, vous voyez l'importance des perceptions et des croyances. Moi, alors je dis éduc parce que j'ai un diplôme d'éduc, je ne cible pas en particulier les éducs, mais si je dis moi avec les miens, c'est pas possible. Je le sais bien qu'ils n'y arriveront pas. Si vous dites ça, est-ce que vous allez vraiment mettre en place des occasions pour que la personne elle puisse se saisir des choses? Est-ce qu'on est dans une présomption d'incapacité ou de capacité? C'est le grand point d'interrogation. Et vous voyez cette qualité du soutien à quoi? L'autodétermination, c'est associé classiquement à 4 composantes. La première, l'autonomie, la capacité de décider et d'agir sans influence extérieure injustifiée. C'est le pull bleu que vous allez mettre, c'est bien ça. Toujours le rouge. Vous êtes vraiment impertinente, madame. Ensuite, vous avez l'autorégulation, c'est un peu la capacité à s'organiser. Je me fixe des objectifs, quelles sont les différentes étapes pour les atteindre, comment je régule tout ça. La troisième que je trouve, pour moi, la base, c'est l'autoréalisation, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et on a un rôle aussi de découverte par rapport à soi, et qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas pour pouvoir se positionner. L'autre fois, je faisais un travail sur déficience intellectuelle et vieillissement. C'est personnes qui ont 60, 70 ans, et on avait été en structure résidentielle pour les interroger sur c'est quoi vieillir, comment ça se passe, etc. Et il y avait plusieurs personnes, mais c'était vraiment récurrent, qui disaient moi j'irai pas en EHPAD. Ok, pourquoi vous irez pas en EHPAD? Parce que les éducs là-bas ils sont pas sympas. Ah bon, vous y êtes déjà allé? Non, mais je le sais. Alors je ne vais pas faire de la pub spécifiquement pour les EHPAD, mais comment on peut être aussi sûr si on n'a jamais expérimenté les choses? Et puis enfin, on a l'empowerment psychologique, la perception d'un contrôle personnel sur les éléments de sa propre vie. C'est justement, est-ce que vous avez beau avoir toutes les compétences du monde, si vous estimez que vous n'allez pas être écouté, entendu,
vous n'allez rien mettre en place. Donc c'est véritablement avoir une zone de contrôle. Par rapport à tout ça, est-ce qu'à votre avis, l'autodétermination, c'est une liste de comportements à avoir et à atteindre? Est-ce que c'est avoir 2 enfants, être marié, un CDI à temps plein, qu'être autodéterminé? Parce que déjà là, je coche pas certaines cases. Non, la qualité de vie, c'est se sentir bien au quotidien. Eh bien, en EHPAD, justement, moi, c'était un jeune homme qui me disait moi, ce que j'aime, c'est pouvoir lire mon livre sur ma terrasse. Et c'était ça son projet. Pourquoi pas? Un autre, c'était de pouvoir, ça c'était rigolo, il voulait que son lit soit fait d'une manière militaire, dans la partie du lit qui était visible depuis, face à la porte, et par contre desserré de l'autre côté. Comme ça, il pouvait sortir dignement, tout en sachant que son lit était serré de l'autre côté et nec plus ultra. Et pour lui, c'était ça, son projet de vie. Bon, j'avoue que c'est pas le mien, mais je ne juge pas. Est-ce que ça veut dire tout faire tout seul? Non. Là-dessus aussi, dans cette notion d'indignation, je vous donne un exemple. Je reprends le prénom de Marc. Marc a une déficience intellectuelle, il a une schizophrénie, et en plus de ça, il a un trouble sensoriel, une déficience visuelle. Marc, à un moment, est pris à partie dans un conflit entre 2 éduques, qui, alors, c'était pas en France, je vous rassure, qui se sont pris le bec, notamment, et se sont plantés sur le planning. Et donc, Marc s'est vu supprimer son activité qu'il adore, et qu'on lui a dit « ne dis pas au chef ». Marc a pété un plomb, et alors il ne faut pas le faire, ne réitérez pas cette expérience. Il a pris une éduque à la gorge, et il l'a plaqué contre le mur. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, pas du tout. Et donc il a été convoqué dans le bureau de la direction qui lui a dit « Marc, tu as fait une bêtise ». J'adore quand on dit le mot bêtise et grondé pour des gens qui ont 40 ans, mais soit. Il a dit oui. Donc maintenant, comme on travaille l'autodétermination, tu peux choisir ta punition. Marc a choisi qu'il devait être privé de tout parce que c'est une grosse bêtise, on lui a dit oui. Et donc Marc s'est vu supprimer son CD de Louane qu'il adore. Il était en chambre individuelle, il est passé en chambre collective, il a eu un cadenas sur ses affaires. Vous voyez que derrière, parfois on met en étendard un terme, c'est important de savoir ce qui se cache derrière, parce qu'on peut avoir vraiment des choses totalement de l'ordre de la maltraitance dans ce cadre-là. On franchit le cap là de la négligence. Est-ce que l'autodétermination, c'est dangereux ? Ouais. Je dirais que c'est risqué. Mais le danger, vous avez vu mon truc avec les 8 dimensions en vous disant qu'est-ce qui est le plus dangereux, travailler l'autodétermination ou ne pas la travailler? Le plus dangereux, c'est de ne pas la travailler. Après, il y a la notion de risque et de risque acceptable aussi, parce que je voulais vous dire, vous êtes venus ici, mais vous avez pris un risque. Il y en a qui sont venus en voiture. Vous avez osé. Et c'est tout un risque aussi du quotidien. Et on fait comment? Je viens avec 3 petites théories que je vous invite à garder sous le coude. La première, c'est la théorie de la petite graine. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Une phrase, plus je me plante, plus je pousse. C'est en trompant qu'on se grandit. Et là, j'avais aussi une jeune fille qui était auto-représentante qui m'avait dit une fois j'ai tout ce qu'il faut là où il faut pour me tromper. Une déficience intellectuelle. Je suis faite pour me tromper et même ça, les éduques et mes parents, ils m'empêchent de le faire. Je trouvais ça super. Ensuite, vous avez la théorie des petits pas. Je présume que vous la connaissez. C'est avancer petit à petit plutôt que voir la grande montagne. Dans mon passif d'éducateur, je me rappelle qu'en Belgique, on avait des projets de vie. L'objectif, avoir une meilleure autonomie. Ah, super, l'objectif qu'on n'atteint jamais vraiment, quoi. Être autonome. Ah ouais. Qui ici est pleinement autonome? Voilà.
Et donc c'est important de se fixer des défis qui peuvent être petits. Un défi, je vous rappelle, c'est quelque chose qui est suffisamment loin pour que ça me motive et pas trop loin pour que je fasse non mais ça sert à rien, je l'atteindrai jamais. Donc cette notion des petits pas et des petits défis. La troisième, c'est la théorie de France Gall. Résiste, prouve que tu existes. Ça, c'est le côté militant. Et il y en a d'autres. Une qui dit, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et donc, dans ces enjeux aussi d'accompagnement, qui sommes-nous pour nous projeter dans les objectifs des autres ? Moi, quand j'étais jeune, je voulais être chanteuse. Et jamais mes parents m'ont dit je voudrais pas te décevoir, mais tu n'y arriveras pas. Jamais. Et qui sommes-nous maintenant pour dire non, tu n'y arriveras pas? J'avais une jeune fille qui voulait être chanteuse célèbre comme Calogero. Bon, le problème, c'est que la place était déjà prise par Calogero. Mais après, s'entame une réflexion avec elle, à savoir, mais tiens, ça veut dire quoi pour toi, chanteuse célèbre? Et en fait, elle était en ESAT et elle voulait pas. Elle avait son copain en ESAT. Elle dit, moi, je veux pas faire une tournée à travers la France parce qu'elle voulait rester près de son copain. Et elle voulait aussi rester près de ses parents. Et puis, en discutant avec elle, en fait, son objectif, c'était de chanter bien et de faire sourire les gens qu'elle aime. Eh bien, son objectif a été atteint un jour où il y a eu une animation au karaoké. Elle a chanté sa chanson qu'elle connaissait par cœur. Et elle a des gens qu'elle aimait qui ont souri et d'autres qu'elle ne connaissait pas qui ont souri. Et là, son objectif a été atteint. Donc, attention aussi à notre propre projection dans les choses. Et puis, en pensant justement ces petits pas, il y a des choses qui peuvent se réguler plus naturellement aussi. Alors je passe rapidement parce que souvent il y a cette notion de oui mais c'est possible mais pas pour tout le monde. Bien, face à un handicap sévère, la notion de choix, eh bien ça peut être aussi des petits choix du quotidien, une préférence sensorielle, un stimuli qui m'anime. Et cette préférence sensorielle, je peux l'expérimenter dans différents endroits, dans différentes situations et m'ouvrir à des nouvelles découvertes. Dans le polyhandicap, quand on voit aussi qu'on arrive chez certaines personnes à distinguer le oui du non, waouh, quel champ est ouvert, et notamment maintenant avec les outils de communication alternative ou de technologie avec l'eye tracking, on s'ouvre aussi. Alors avec tout le cadre éthique qu'il peut y avoir là-dedans et ces notions de technologie, on peut aussi s'ouvrir un nouveau champ des possibles. Et donc comme en éthique, souvent on vient avec une question et on en sort à peu près 15 000 questions, eh bien je me suis amusée à reprendre pas mal de questions qui viennent animer aussi nos échanges en lien avec ce modèle de Wehmeyer, en nous disant finalement quels sont les déficits de la personne, mais aussi et avant tout quelles sont ses forces, quel est le regard que je pose sur moi-même et sur la personne que j'accompagne, quelles sont les occasions, mais les vraies occasions que je mets à disposition, quels sont les outils adaptés que j'ai à ma disposition en termes de communication alternative par exemple, quels sont les besoins de soutien, quels sont les objectifs qui sont fixés, qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est ma place, quelle est ma posture, à quel point j'influence, à quel point suis-je moi-même influencée, quel est mon degré, alors d'hétérorégulation, c'est le pendant de l'autorégulation, mais à quel point est-ce que c'est moi qui planifie les choses, comment je permets à la personne de mieux se connaître, comment moi je me connais, quels sont mes droits, puis au-delà de les connaître, comment je les mets en œuvre, quelle est ma zone de contrôle, et ça nous parle à tous et toutes, quand on est professionnel, cette notion d'autodétermination, elle nous concerne aussi, quel est notre champ d'action. Et donc autant de questions qui peuvent être soulevées pour en arriver à ne pas conclure, pour vous dire que la qualité de vie, c'est un enjeu pour tous et toutes, quelle que soit notre situation, notre posture. L'autodétermination, un défi au quotidien qui soulève pas mal de questions justement éthiques qui peuvent nous animer, qui nous invitent à penser notre regard sur le handicap, qui, je vous rappelle, on est tous et toutes des personnes avant tout, avec nos caractéristiques, nos déficits et nos forces, et quelles sont les occasions qui sont accessibles dans notre environnement pour permettre justement de s'en saisir. Est-ce que j'ai une recette magique? Non, partout à tisse, je vous ai dit, j'ai bien plus de questions que de réponses, mais je suis sûre que la créativité, l'innovation et la co-construction qui animeront vos comités d'éthique seront une vraie richesse pour
avoir envie de vivre 2023, 2024, 2025, au-delà de toutes ces inquiétudes sociétales qui nous traversent. Je vous remercie de votre attention. Vous avez dit il y a une dizaine de minutes concernant le danger de développer l'autodétermination ou pas. Donc il serait plus dangereux de ne pas la développer que de la développer. Et il me semble dans l'expérience que ça peut parfois être l'inverse. Et donc en fait j'aurais voulu avoir une précision sur votre propos à ce sujet. C'est vrai qu'il peut y avoir différents profils de rapport au pouvoir. Moi, quand j'avais fait ma thèse, là, dans le cadre des EHPAD, j'avais demandé justement des profils de rapport au pouvoir et j'avais eu 5 classes. Et notamment, il y avait un profil qui était dans le « faites-le pour moi et je m'épanouis dans cette démarche-là ». Après, ça reste un profil qui est minoritaire. Mais pourquoi j'ai énoncé ça? Parce qu'on voit que c'est de plus en plus aussi dans des revendications et dans les enquêtes qui se veulent auprès d'un gros échantillon, on voit que l'autodétermination, c'est quelque chose qui est plébiscité encore plus par les personnes que par les professionnels. Et que ça reste une variable qui vient véritablement colorer la qualité de vie de manière générale et de manière globale. D'où cette notion où je veux un peu taquiner en disant qu'est-ce qui est le plus dangereux. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une bonne solution pour tout le monde. Il y a de la nuance. Mais je pense que c'est important d'interroger justement ce danger, cette notion de la différence entre danger et risque. Parce que c'est pas du tout la même chose. J'ai des super collègues au Québec qui parlent de la dignité du risque. Et je pense que c'est cette notion-là qui a à interroger plutôt que se retrancher derrière cette notion de responsabilité qui fait que finalement on a tendance à couper court aux choses. Je peux vous donner un exemple en Belgique. On a une réforme du système judiciaire pour être basé sur un régime de capacité. On part sur une présomption de capacité pour tout ce qui était l'équivalent chez vous, tutelle et curatelle. Seulement, il y a un souci qui est qu'il n'y a pas énormément de juges, il y a beaucoup d'affaires et les juges ne sont pas forcément formés et donc ils ont tendance à tout cocher en disant ben non, finalement la personne ça ne sait pas le faire par une volonté de la protéger. Et c'est là qu'est le danger. Je veux dire, c'est de trouver justement le bon curseur et de réinterroger ce curseur. Encore une question? Oui, justement, à propos de ce curseur, l'idée m'est venue, vous en parliez avec l'ouverture du champ du possible, c'est que à quel moment et qui permet à la personne d'investiguer toutes les possibilités, tous les choix qui s'offrent à elle. C'est extrêmement rare. Dans ma pratique, et j'en ai beaucoup, j'en ai rarement vu, des personnes en situation de handicap, et vous parliez du Québec, moi je préfère l'exception, autrement capable, eh bien, les personnes, on ne leur permet pas d'aller voir un peu tout ce qui se passe ailleurs. Quand on leur dit vous allez vivre, ou tu vas vivre, dans tel endroit, on ne lui dit pas, il existe aussi un endroit là, un endroit là, un endroit là. Ça, c'est jamais fait, ou très peu. Moi, j'ai vécu, parce que je suis également professionnel, mais aussi père du jeune fille handicapé. Ma fille s'est battue, elle a refusé des propositions de logement parce qu'elle voulait vivre à un endroit. Elle a attendu 11 ans pour ça. Elle est têtue, on dit. Moi, je dis qu'elle est opiniâtre, qu'elle a fait des choix. Elle sait pourquoi. Et c'est très bien pour elle, c'est très bien pour elle aussi, c'est très bien pour la société. Parce qu'on oublie la société dans tout ça. La société doit être garante de tout ça, doit proposer, et non pas imposer, doit guider et non pas conduire, c'est important. Et je pense que là-dessus, il y a plein de questionnements, et c'est le but de nos comités d'éthique qui vont se créer, et ça c'est très bien. Et je pense que la société doit à la fois regarder, analyser, ne pas juger, mais exister malgré tout. Parce que les personnes en situation de handicap, quel que soit le degré d'incapacité, font partie de cette société. Et c'est le respect qu'on leur doit. Tout à fait, et c'est pour ça que... Alors j'ai supprimé des slides vu le timing, mais si vous allez dans les travaux de Shalok et Verdugo qui ont mis les 8 dimensions, après ils ont essayé de voir quelles étaient les pratiques probantes, efficaces pour améliorer la qualité de vie, et ils les ont classées en 3 systèmes. Premier système, le microsystème, donc ce qui se passe dans l'environnement immédiat. Deuxième système, c'est le macrosystème, ce qui se passe par exemple en lien avec les structures d'accueil. Et le troisième, c'est justement tout ce qui est lié à la société dans son ensemble, avec des enjeux d'accessibilité, etc. Moi,
c'est marqué réseau de services pour une vie autonome, c'est on travaille à Caen à l'heure actuelle, et nous on fait tout un travail d'essayer de rendre les dispositifs de droit commun véritablement accessibles. Par exemple, on fait tout un travail sur, là comme on sort de Mars, mais Mars bleu, le dépistage du cancer colorectal, comment permettre d'avoir une information qui soit accessible pour un public qui a un handicap, parce qu'on voit que le taux de participation au dépistage, il est 30% inférieur quand on a un handicap par rapport à la population lambda, si je puis dire. Et donc il y a tout un enjeu aussi au niveau de la société, bien sûr, et c'est ça que le questionnement éthique va pouvoir questionner différentes strates, si je puis dire, et voir quels sont nos leviers d'action. Je pense que les papillons blancs ont aussi un gros mouvement de lobbying qui les caractérise pour faire bouger la société. Il faut du temps, mais on ne s'épuise pas. Peut-être je peux me permettre en complément, vous l'avez évoqué, l'autodétermination, elle est relative. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit obligatoirement dans un contexte et des contraintes comme tout à chacun. Et donc, on le sait, mais c'est bien de le redire, il n'y a pas de choix absolu. Tout est relatif, donc obligatoirement, pour reprendre l'exemple qu'évoquait Jean-Claude, qui que ce soit, quand on fait un choix pour habiter quelque part, on est dans des contraintes qui vont être financières, de l'accès au logement, enfin, etc., etc. Alors après, on est d'accord pour dire que, et c'est ce que disait Mme Gers, c'est l'écart entre ce qui va être une forme de normalité, entre guillemets, et puis la personne en situation de handicap et ce qu'on lui propose. Là, il y a un écart. Ouais. Puis interroger aussi cette notion de structure, parce que là, je vois le cas à Caen, ils ont, alors je suis nulle en acronyme, vous m'excuserez, mais ils avaient créé un DAR. Oui, ben là, ils avaient dit DAR pour tout air. Mais c'était un DAR, il regroupe pour l'enfance, IME, CESAD, etc. La DAM, ils avaient dit DAR. Et là, le but, c'était par exemple de fluidifier les parcours plutôt que de demander une orientation MDPH, etc., d'avoir ces choses qui viennent fluidifier. Donc, c'est un exemple de réflexion pour essayer de fluidifier le champ des possibles et s'essayer. Après, il faut voir aussi dans la mise en œuvre. Je ne suis pas dedans pour savoir véritablement comment ça se met en place. Mais la réflexion de parcours, elle reste très importante. Et je sais qu'en France, avec le millefeuille administratif, c'est compliqué.